Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Hautement respecté au Tibet et dans le monde entier, Dilgo Khyentse Rinpoché fut l'un des plus grands poètes, érudits, philosophes et maîtres de méditation qu'ait connu le bouddhisme tibétain du XXe siècle. Il quitta son corps il y a 20 ans et nous avons eu le plaisir de rencontrer cet été sa réincarnation, Khyentse Yangsi Rinpoché. Mais avant de découvrir cet entretien, je vous propose de revenir sur le parcours et la personnalité de Dilgo Khyentse Rinpoché. Dilgo Khyentse Rinpoché, que l'on voit sur cette rare photo à l'âge de 20 ans, manifeste dès son enfance le désir de se consacrer à la vie spirituelle. Il rentre, peu avant son adolescence, au monastère de Setchen, au Tibet. Son maître, Setchen Gyaltsap, l'intronise alors en tant que réincarnation du premier Khyentse Rinpoché. Grand pratiquant, Dilgo Khyentse Rinpoché consacrera en tout 22 années de sa vie à méditer dans des retraites solitaires. Connu à travers le monde pour le soin qu'il apporta à transmettre les enseignements bouddhiques, il est aussi devenu le maître vénéré de nombreux lamas des différentes écoles du bouddhisme tibétain, dont sa sainteté le Dalai Lama. Dilgo Khyentse Rinpoché contribua par ailleurs à la restauration de plus de 200 temples et monastères, ainsi qu'à l'établissement de nombreux centres bouddhiques dans le monde entier. Ce grand maître tibétain quitta son corps en 1991. Depuis, c'est son jeune successeur, Yangsi Khyentse Rinpoché, intronisé 6 ans plus tard, qui perpétue les enseignements et assure les transmissions de Dilgo Khyentse Rinpoché. Dilgo Khyentse Yangsi Rinpoché, bonjour. Vous avez 17 ans, vous vivez entre le Bhoutan et le Népal et vous êtes la réincarnation du grand maître tibétain Dilgo Khyentse Rinpoché. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous poser comme première question une question sur votre formation, puisque comme je le disais, vous vivez à la fois au Bhoutan et au Népal. Quelle matière est-ce que vous étudiez? Je crois savoir que c'est à la fois une formation très traditionnelle, mais aussi très moderne. Je passe la moitié du temps au Népal et au Bhoutan. J'étudie principalement de manière traditionnelle les études philosophiques. Je dois suivre 9 mois d'apprentissage par an. J'étudie la voie du milieu et les 4 nobles vérités, et aussi l'entrée dans la voie de Bodhisattva, et toutes sortes aussi l'histoire du bouddhisme et différents types de sujets. Alors je crois savoir que vous étudiez également les langues, l'anglais notamment. Quelles sont les matières qui vous plaisent le plus, Rinpoché? J'aime beaucoup l'histoire, les sciences traditionnelles. C'est un peu difficile pour moi, les sciences modernes notamment, mais j'aime beaucoup ça. Alors, vous avez la chance d'être entouré de très grands maîtres, dont Rajam Rinpoché. Qu'est-ce qu'ils vous inspire, ces grands maîtres? On peut également mentionner d'ailleurs Trulshik Rinpoché, qui était un des grands disciples de votre prédécesseur. Je dis que c'est une grande fortune pour moi, comme étant un jeune homme, d'avoir la chance de rencontrer des maîtres comme Trulshik Rinpoché et Ramjam Rinpoché. C'est difficile de décrire à quel point est-ce qu'ils m'inspirent, parce qu'ils inspirent tous les aspects de ma vie. Ce n'est pas seulement une chose. Tout ce qu'ils font, la façon dont ils enseignent, la façon dont ils guident des conseils personnels. Et c'est vraiment incroyable. Je me sens extrêmement béni par eux. Quel rapport, plus précisément, vous entretenez avec eux? Ce sont vos tuteurs, c'est peut-être aussi quelque part vos pères? Oui, effectivement, c'est assez vrai. Ils sont officiellement mes enseignants, mes professeurs, mes maîtres. Mais il y a aussi une qualité de relation entre le maître et le disciple qui est un peu comme celle des parents vis-à-vis d'un enfant. Ils sont à la fois père, mère, des guides qui m'aident. Donc ils prennent soin de tous les aspects de mon existence. Et quand j'ai besoin d'aide, quel que soit, je m'adresse à eux.
Alors, c'est vrai que vous avez un emploi du temps assez chargé au niveau de vos études, mais vous trouvez justement quand même le temps d'aller dans le monastère de Setchen, au Népal, qu'a fondé votre prédécesseur, Dilgo Khyentse Rinpoche. Quel est votre ressenti lorsque vous allez dans ce monastère? Est-ce que vous aimez y aller? Et quelle évolution vous voyez pour ce monastère? C'est difficile à dire, mais un monastère, j'ai l'impression que c'est un peu, depuis que je suis tout petit en fait, c'est un peu comme l'endroit où je vis. Donc c'est l'endroit où j'ai commencé à étudier, où j'ai fait tout mon apprentissage quand j'étais tout jeune. Mais comment j'espère dans le futur, comment je souhaite le développer, c'est difficile pour moi de le dire maintenant. C'est un peu compliqué pour un jeune homme comme moi de considérer un peu dans le temps comment je pourrais développer ce monastère. Mais je ferai de mon mieux afin de le développer plus avant, toutes ces activités, et d'en faire quelque chose qui remplisse la vision de Khyentse Rinpoche, de sorte que si Khyentse Rinpoche était vivant aujourd'hui, il se réjouisse de cela et que ses aspirations et sa vision soient accomplies. Alors nous sommes ici en Dordogne, c'est le centre européen justement de Dilgo Khyentse Rinpoche. C'est la première fois que vous venez en France et dans ce centre. Quelles sont vos premières impressions, Rinpoche? La Dordogne, je viens d'arriver hier. C'est un endroit très... Ça ressemble beaucoup au Tibet finalement. Une campagne sauvage. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Et que représente pour vous le fait de venir en Europe? Tout d'abord, c'est de rendre visite les disciples du précédent Khyentse Rinpoche, de partager quelques-unes de mes pensées, de ce que j'ai pu étudier, de mon propre expérience. Il n'y a vraiment rien qui soit extrêmement important, mais c'est vraiment un but spirituel. Alors, Dilgo Khyentse Rinpoche, votre prédécesseur, disait avoir 3 buts, justement. C'était donc essayer de préserver la paix, de vaincre la maladie et également d'encourager la pratique du Dharma. Est-ce que ce sont aussi vos objectifs, Rinpoche? C'est un peu difficile à dire aussi parce que, bien sûr, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon souhait. Mais si Khyentse Rinpoche était là en ce moment, je crois que ce qui le réjouirait le plus, c'est que je me concentre sur mes propres études, sur ma propre pratique. Ce que j'étudie, c'est bien sûr lié à ces vœux très vastes qu'il avait faits. Mais qu'est-ce que vous souhaitez justement transmettre à vos disciples? Comment est-ce que vous envisagez déployer votre propre activité, Rinpoche? Vous avez déjà une idée de tout cela? Au présent, j'y pense bien sûr, mais c'est un peu difficile à envisager de dire exactement comment je vais agir dans le futur. Je crois que c'est un peu prématuré. Bien sûr, dans l'ensemble, c'est aider à propager et à faire comprendre les enseignements du bouddhisme. Mais je suis encore un étudiant, je suis encore très ignorant. Donc je vais y penser progressivement en temps utile. Mais est-ce qu'il y a quelques sujets qui vous touchent particulièrement? On pourrait penser à l'écologie, par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Jusqu'à maintenant, la nature nous a donné tellement, mais il faut que nous la traitions mieux. Personnellement, j'ai toujours été très concerné depuis que j'étais tout petit par la nature et l'environnement, mais j'essaie de ne pas l'oublier. Par exemple, quand il arrive de couper des arbres, des choses comme ça, je pense que j'essaie de me rappeler que je dois respecter la nature sous toutes ses formes, et toutes les formes de vie. Et comme vous l'avez dit, à propos d'autres sujets, donc j'essaie moi-même de me concentrer sur la compréhension, par exemple, de choses fondamentales comme les 4 nobles vérités du bouddhisme.
Et alors, Rinpoché, je le disais, donc c'est votre première visite en Occident. Quel regard est-ce que vous portez sur ce monde occidental? Est-ce qu'il vous semble très différent, justement, de pays comme le Bhoutan, le Népal, l'Inde, notamment en ce qui concerne la jeunesse, d'ailleurs? Je vois effectivement de grandes différences pour ce que sont des jeunes. Au Népal et au Bhoutan, c'est dans l'Himalaya, c'est des régions très reculées. Beaucoup de gens viennent visiter ça, mais nous ne sommes pas très exposés à la vie moderne. Il n'y a pas aussi de grandes mégapoles, de grandes villes comme Paris ou d'autres qui sont en même temps extrêmement propres. Encore que le Bhoutan, lui, a toujours mis l'accent sur la propreté, sur la préservation de l'environnement, mais ce n'est pas partout pareil. Donc je me sens très à l'aise ici, effectivement, j'aime beaucoup ça. Et les jeunes enfants ici, pour moi, comme je suis un jeune homme, de voir des jeunes enfants occidentaux, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Je pense que également ils peuvent s'ouvrir à ce que j'étudie moi-même en Orient. Alors de quelle manière justement ils vous apportent quelque chose, Rinpoché, de façon plus précise? Ils sont très enthousiastes, ils sont intéressés à toutes sortes de sujets. Je donne un exemple. Au Bhoutan, par exemple, les gens de la génération nouvelle, certains d'entre eux, ils ont un intérêt pour l'étude, mais ils se concentrent simplement sur les coutumes traditionnelles, mais ils n'ont pas de curiosité pour la nouveauté, pour apprendre plus. J'ai l'impression que les étudiants occidentaux ont l'esprit très ouvert et ils sont prêts, par exemple, à s'intéresser au bouddhisme. Il y a beaucoup de jeunes enseignants qui viennent enseigner le bouddhisme en Occident. Et donc, même les jeunes occidentaux, dont ce n'est pas pourtant la tradition, ont l'esprit très ouvert à cet égard. Alors, justement, vous faites partie de cette nouvelle génération de jeunes maîtres tibétains. Est-ce que vous auriez, pour terminer cette émission, un message à transmettre aux jeunes téléspectateurs qui nous écoutent, Rinpoché? In that case, Je dois encore répéter que je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un puissant, je ne suis pas un enseignant qualifié. Je n'ai pas un message très spécial, mais simplement d'écouter des enseignements comme ceux du Sa Sainteté Dalai Lama et d'autres grands maîtres authentiques. Essayer de voir quelle est la nature de ces enseignements et je pense que vous trouverez quelque chose qui peut être précieux et utile dans votre existence. Mais vérifiez par vous-même. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais essayez voir. Et si ça vous fait du bien, eh bien, utilisez-le. Ce n'est pas une obligation, mais ce serait bien de vous exposer un peu à ces enseignements. Je vous remercie infiniment, Rinpoché, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Most welcome, it's my most pleasure. Voici pour terminer quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, L'Esprit du Tibet, la vie et le monde de Dilgo Khyentse, maître spirituel, préfacé par Sa Sainteté le Dalai Lama et publié aux éditions du Seuil. Vous y retrouverez les textes et les photographies de Mathieu Ricard, qui dressent un tableau vivant des cultures traditionnelles et de la vie spirituelle régnant dans les hautes terres himalayennes où Khyentse Rinpoché a enseigné et voyagé. Les 100 conseils de Padampa Sangye, publiés chez Padmakara. Vous retrouverez ici le testament de ce maître et yogi indien du XIIe siècle, par ailleurs grand voyageur, dont les strophes sont commentées par Dilgo Khyentse Rinpoché. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.